Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Mon invité ce soir, Raphaël Lapin. Raphaël Lapin qui est docteur en droit, il est avocat, mais il a aussi un parcours politique puisqu'il était candidat aux dernières élections législatives. Il milite au niveau de la commune de Sainte-Rose. C'est un jeune engagé en politique depuis un certain temps puisqu'il a suivi de près le parcours d'Olivier Servat, député, où il a été le collaborateur parlementaire. Voilà un petit peu pour vous brosser le parcours de Raphaël Lapin, qui est bien avec nous ce soir. Bonsoir Raphaël Lapin, merci d'être ici. Bonsoir Yves-Lise et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Voilà alors quelques questions d'actualité. Tout d'abord, une intervention du président de la République, Emmanuel Macron, qui fait couler beaucoup d'encre. Cette réforme des retraites, on va dire que la France est vraiment, comme on dirait ici, est en bouleverse, comme certains le disent, et aiment bien le dire, parce que cette réforme des retraites ne passe pas, et pas que. Vous avez certainement écouté les propos du président de la République. Que pensez-vous de ses propos et surtout où il a dit que de toute façon, nécessité fait loi. Pour un juriste comme vous, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, écoutez, plusieurs choses. La première, j'ai eu à déplorer déjà la méthodologie qui a été celle du gouvernement pour faire passer en force cette réforme. Ensuite, il y a aussi une approche du président de la République. Ce n'est pas tellement la réforme des retraites en soi qui aujourd'hui met la France en bouleverse. C'est quand même une accumulation de décisions qui ne passent pas. Exactement. Une accumulation de décisions où on a le sentiment que la France est gouvernée et dirigée depuis une tour d'ivoire et où la parole des élus qui sont quand même les représentants de la population n'est pas entendue, où la parole des syndicats qui sont quand même des corps intermédiaires, qui sont mandatés pour exprimer qui sont l'expression des travailleurs, n'est pas entendue. Et donc, au bout d'un moment, c'est un peu le y en a marre qui est exprimé dans la rue. C'est le même y en a marre, je pense, que celui qui a été exprimé ici en novembre 2021. Et on dit souvent que la France se fait l'écho de la colère sociale qui est exprimée en Guadeloupe quelques années en amont. Mais souvent, c'est vrai, 67 à 68. Et là encore, on voit que novembre 2021 et mars 2022, eh bien, on retrouve la même colère. Oui, mais on a du mal à comprendre puisque Emmanuel Macron est à son deuxième mandat. Donc, il y avait déjà marre au premier mandat. Absolument. Il a été reconduit. Et il y a encore marre c'est un président par défaut. Donc, c'est un président par défaut. Il ne faut pas oublier que c'est un président par défaut. Effectivement, il a été réélu. Sauf qu'il n'a pas été réélu dans les mêmes conditions. Ce n'est pas le président qui avait été élu en sortant à plus de 34%. Réélu quand même, je serais tenté de vous dire. Réélu par qui ? Réélu par, en réalité, une portion congrue de la population, qui ne lui a pas donné une majorité claire à l'Assemblée nationale. Il faut se rappeler qu'en 2017, quand Emmanuel Macron sort des urnes, il a une majorité qui est écrasante à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il n'a pas la même légitimité, il n'a pas la même marge de manœuvre pour gouverner. Mais je serais tenté quand même de dire légitimité quand même, et il fait ce qu'il veut pour l'instant. Il a une majorité relative. Il fait quand même ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut. Malheureusement, parce que ça signifie qu'il n'a pas tiré, de mon point de vue, toutes les conséquences utiles du vote des Français. Il n'a pas tiré toutes les conséquences utiles de ce qui est exprimé avec force quand le Front National a réussi à mettre plus de 80 députés à l'Assemblée nationale. Quand Mélenchon a réussi à faire une coalition à gauche et qu'il a réussi à imposer un intergroupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce sont des messages qui sont extrêmement puissants que le peuple a adressé au président de la République en acceptant à la marge, parce que c'est 24% de la France qui l'a élu, et ensuite, effectivement, il a été réélu, mais contre Marine Le Pen, plus que pour Emmanuel Macron. Alors, à chaque fois, on dit cela, mais je suis désolée, ceux qui étaient contre Emmanuel Macron, est-ce qu'ils se sont déplacés quand on voit les chiffres de l'abstention? Donc, non, on est d'accord. Mais ils ne se sont pas déplacés. Ils se seraient déplacés pour voter pour qui? C'est ça, la réalité. C'est que si on donc, il n'y avait aucun
aucun candidat qui pouvait faire l'affaire. Au premier tour, oui, puisqu'il n'a pas eu la majorité des voix au premier tour. Il a été mis en extrême. Il a été élu avec 24% au premier tour. Et si on fait le calcul des voix qui n'étaient pas en faveur d'Emmanuel Macron, il y a 76% des voix qui étaient dirigées vers d'autres candidats. Oui. C'est aussi ça, vers d'autres candidats, mais bon, il a été élu. Et il a été élu. Donc maintenant, il va falloir faire avec. C'est ce que vous dites? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la démocratie, ça n'est pas un rendez-vous épisodique. La démocratie, c'est tous les jours. Et justement, je crois que la perte de confiance du peuple dans sa représentation, elle est liée au fait qu'on a le sentiment qu'on a des rendez-vous épisodiques. Ça veut dire qu'on rencontre nos élus dimanche de 8h à 17h tous les 5 ans, et qu'après, on n'en entend plus parler, ou alors ils font ce qu'ils veulent sans se préoccuper de ce que veut le peuple réellement. Et c'est avec ça qu'il faut rompre. Surtout dans une époque où on a la possibilité de rendre du pouvoir au peuple. Et quand je dis ça, c'est important de se le dire. On a des petits outils maintenant qui nous permettent systématiquement, et je ne fais pas plus... Mais est-ce que le peuple veut de ce pouvoir? Mais oui, le peuple veut de son pouvoir. Et de toute façon, il revient au peuple, ce pouvoir-là. La souveraineté, elle est au peuple. Et le peuple, il n'attend qu'une seule chose. Vous savez, on a le sentiment que le seul fait qu'il y ait de l'abstention caractérise un désintérêt du peuple pour la chose publique. Aujourd'hui, le peuple français est dans la rue. En tout cas, il y a une partie du peuple Absolument. dans la rue. Ça donne quoi? Mais justement, Yvelise, c'est pour ça que je vous dis que ça ne doit pas être un rendez-vous épisodique, la démocratie. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut recréer de la démocratie directe. Recréer de la démocratie directe, ça passe par adapter la démocratie à l'époque dans laquelle on vit. Le président de la République a dit plus le temps passera, plus le régime des retraites va se dégrader. Réalité ou pirouette de sa part? Alors non, ce qui est vrai, et la sincérité, l'honnêteté intellectuelle commande de le dire, c'est que la démographie, elle évolue. Et qui dit démographie qui évolue, dit aussi, à certains égards, qu'on puisse afficher le fait que, oui, il y aura de moins en moins de personnes qui vont cotiser et de plus en plus de personnes qui vont bénéficier des cotisations au titre de la retraite. C'est le principe du système par répartition. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, Yvelise, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule manière de résoudre le problème de la retraite. Il y a plusieurs manières de résoudre le problème de la retraite. Le Haut Commissariat au plan, c'était Jean-Paul Delevoye et puis ensuite François Bayrou, ils ont dit qu'il y avait d'autres manières de répondre à cette problématique qui est celle du déficit budgétaire du système de retraite. Le Conseil d'orientation des retraites a aussi dit qu'il y avait d'autres manières. Ils ont confirmé qu'il y avait un problème de budget, qu'effectivement les budgets seraient déficitaires à horizon 30 ans, mais ils ont aussi dit qu'il y avait d'autres manières de faire, comme par exemple atteindre le plein emploi. Le gouvernement aurait pu se mettre au travail et atteindre le plein emploi. Comme aussi rendre réelle l'égalité entre les femmes et les hommes sur le plan du salaire. Qui dit augmentation du salaire des femmes à un niveau égal, à compétence égale avec celui des hommes, dit cotisation supplémentaire qui rentre dans le système de retraite. C'est autant d'options qui auraient dû être explorées et de manière sérieuse et investiguées de manière sérieuse par le gouvernement et qui n'ont pas été investiguées. Le gouvernement dit, en tout cas le président de la République dit qu'il faut taxer les super profits. Mais ça, on l'entend. Donner plus de pouvoir d'achat aux salariés. Est-ce que vous y croyez? Ça, on l'entend, mais on a presque le sentiment que c'est une vaine invocation. Parce que les super profits, de quoi est-ce qu'il s'agit? Les super profits, c'est souvent les GAFA, Google, Amazon, etc., qui se retrouvent à générer un profit maximisé et qui, en plus, ne payent pas l'impôt sur le territoire national. Et donc, à un moment donné, certes, il faut poser les bonnes questions, savoir comment est-ce qu'on fait pour imposer ces super sociétés supranationales sur le territoire national, mais à un moment donné, il faut être sincère dans cette approche-là. Et ce derrière quoi se cache aujourd'hui le gouvernement, c'est de dire « Ok, nous on veut bien le faire, mais il faut que l'Union européenne le fasse ensemble, sinon ça fait distorsion de concurrence. » Voilà ce que dit aujourd'hui le gouvernement français sur ce sujet-là. Alors vous avez toujours dit, Raphaël Lapin, toutes les fois en tout cas où je vous ai invité, que ce soit au niveau des émissions politiques ou dans l'émission Que les choses soient dites, vous avez dit « Je suis jeune, c'est vrai ».
mais je n'ai pas la langue de bois et je joue la carte de la transparence. Alors, j'ai une question pour vous. Il ne faut pas poser de joker. Vous êtes dans l'arène politique depuis peu. Parlons un petit peu de cette affaire Chalus qui va arriver bientôt. Pensez-vous honnêtement qu'il a été piégé par ses amis politiques? Alors, c'est une question qui est délicate pour un avocat, Yvelise. Alors, je m'adresse à l'homme politique. Oui, mais l'homme politique est avocat. Et en tant qu'avocat, d'une manière générale, je ne parle pas d'affaires en cours dont je n'ai pas le contenu du dossier. Alors ça, c'est hors le dossier, je veux dire. Mais quand on regarde la situation... Malheureusement, c'est un principe. C'est un principe. Vous savez, j'ai trop d'affection et trop de respect pour la profession que j'exerce, avec les contraintes qui sont les siennes, pour la dévoyer. Vous m'auriez parlé de la question de la probité en politique, j'aurais pu en parler. Je n'ai pas de difficulté à parler de probité en politique. En revanche, parler d'un dossier qui est ouvert, je suis avocat et encore une fois, tant que je n'ai pas pris connaissance d'un dossier, je ne me permets pas de le commenter. Alors en politique, je vais retourner la chose, en politique, est-il courant d'être piégé par ses amis? Alors oui, il est très courant d'être piégé par ses amis. Le cas le plus illustre que nous ayons en France, c'est Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, qui apparaissait comme étant le candidat tout désigné pour la présidentielle de 2012, je crois, et tout le monde sait ce qui s'est passé. Il est devenu inéligible de facto pour une affaire qui n'avait rien à voir avec la France et dont tout le monde est d'accord à dire qu'il y avait anguille sous roche. Oui, c'est fréquent que les hommes politiques se fassent piéger. Vous savez, c'est un milieu de loups. C'est un milieu de requins et évidemment, on n'y va pas la main sur le cœur et le doigt sur la couture en pensant qu'il ne va jamais rien se passer. Il faut se méfier. Mais est-ce qu'on se dit qu'il faut se méfier des gens qui sont à côté de soi, de Bien ceux sûr. qui se disent être des amis? Est-ce qu'on pense à faire attention? Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de faire attention quand on fait de la politique. Les enjeux sont tellement importants pour certains. J'ai une chance. J'ai une chance dans le milieu politique, c'est que je ne dépends pas du milieu politique. Je n'ai pas besoin de la politique. De qui dépendez-vous alors? Je ne dépends de personne, j'ai presque envie de dire. Je dépends de mon métier, je dépends de l'acharnement que je mets à la tâche quand je remplis mes fonctions. Et donc, quelque part, la politique ne me fait pas vivre et elle ne fait pas vivre ma famille. En revanche, je suis certain d'une chose, c'est que la politique fait vivre beaucoup de familles. Il y a beaucoup de personnes qui ont un intérêt vital à exercer des mandats politiques. Et si demain ils se retrouvaient sans mandat politique, effectivement, ils seraient en grande difficulté. Et quand vous parlez du gagne-pain des gens, ce qui ne devrait pas être le cas, eh bien oui, il y a des gens qui sont prêts à tuer. Et il y a différentes manières de tuer. Tous les coups sont permis. Il y a différentes manières de tuer en politique. Il y a différentes manières de tuer. Et ça vous passionne quand même? Il y a des choses qui nous dépassent, Yvelise. Je le dis, j'en ai la chair de poule. Il y a des choses qui nous dépassent. Quelque part, à un moment donné, on sait que ce n'est pas un milieu d'enfants de cœur. Et peut-être que ma chance, encore une fois, c'est que je ne dépends pas de ça pour vivre. N'y a pas le cas comme ça, que pas de monde qui faim séparé manger. Eh ben, moi, pas faim. Et donc, si un cas vient dans ça, c'est il y a qui peut pas moins et un pas besoin rien dans you. Et à la limite, un cas dit ça. En cas dit ça aux caméras là, en pas bizin mandat. C'est ça la réalité. Et donc ça, c'est une forme de liberté. C'est une forme de liberté qui est susceptible de vous coûter cher parce qu'effectivement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et effectivement, vous pouvez ne pas avoir la langue de bois. En revanche, ce qui est certain, c'est que ou pas qu'à monde qui faim, c'est pas manger. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont faim? Bien sûr. Bien sûr, je veux pas verser dans... d'une manière générale, je ne suis pas le premier à jeter non plus la pierre à tout le monde et à faire des généralités. Mais ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'il y a des personnes qui vivent, encore une fois, de mandats électifs, alors que ça ne devrait pas être le cas. Un mandat, c'est on vient pour remplir une mission. Et c'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir à cumuler, c'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir à multiplier. Mais est-ce que vous êtes en politique, donc vous avez besoin d'hommes et de femmes. Donc, est-ce que vous n'êtes pas entouré de personnes qui ont faim? Alors, on ne fait pas effectivement changer le monde tout seul.
Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que quand on fait de la politique, et je pense que c'est le cas de n'importe quel homme ou quelle femme qui s'engage, il sait qu'il s'engage à ses risques et périls. Il sait que c'est un engagement qui parfois lui coûte cher. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui vous dépassent. Quand vous aimez vraiment votre pays, et ce n'est pas des paroles creuses que je dis, parce que j'ai le sentiment, quand je suis sur les réseaux sociaux, que de plus en plus, on met l'amour du pays au rang de fantaisie ou de fadaise qu'on pourrait sortir comme ça. Ah ouais, mais à présent, tout le monde aime pays. Et donc finalement, l'amour du pays n'aurait pas de valeur. Non. Sincèrement, pour moi qui suis engagé dans la vie publique et dans la vie politique, et qui en plus aujourd'hui est libre de tout mandat, je peux vous dire que c'est quelque chose qui coûte du temps, qui coûte de l'énergie, qui coûte de l'argent, et en définitive, de mon point de vue, et peut-être que c'est le cas pour d'autres, rapporte pas du tout. Enfin, c'est peut-être que vous êtes libre parce que vous n'avez pas de mandat, justement. Peut-être. Et d'une manière générale, je m'attacherai, même lorsque j'exercerai des fonctions au service de mon pays, à demeurer libre et à n'avoir qu'une seule contrainte, n'avoir qu'une seule boussole, n'avoir qu'une seule boussole, c'est l'intérêt de mon pays. Quand on goûte au pouvoir, on a envie d'aller plus loin mais c'est ce que on n'est peut-être plus aussi libre. C'est ce que je vous dis, Yves-Lise. C'est la différence peut-être qu'il y a entre ceux qui ne vivent que de ça et ceux qui ont d'autres sources de bonheur et d'autres sources d'épanouissement. Dernière question sur cet aspect. Qu'appelle-t-on liberté lorsqu'on est un homme politique ? La liberté, c'est c'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est une question que je me pose d'autant plus que j'ai eu l'occasion d'être, vous l'avez dit, d'être attaché parlementaire. J'ai eu l'occasion aussi d'être engagé sur des listes électorales, sur des listes de notamment celle d'Harry Chalus. Exactement, sur la liste du président Chalus aux élections régionales, sur la liste aussi de Sainte-Rose-en-Nous à Sainte-Rose pour les élections municipales. Et c'est vrai que assez souvent on s'interroge. Est-ce que quand il y a un discours qui est un discours commun, on arrive à se retrouver et à retrouver ses valeurs. Moi, j'ai fait en sorte, à chaque fois que j'ai été présent dans le cadre d'une élection, de ne défendre que l'intérêt de mon pays tel que je l'envisageais. La liberté, n'est-ce pas de sombrer dans le populisme à ce moment-là ? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. Et je vais vous dire, pourquoi est-ce que cette question-là m'intéresse ? Parce que dans la Constitution, vous avez une formule qui veut qu'il n'existe pas de mandat impératif. Il n'existe pas de mandat impératif, ça veut dire que, justement, et le président Macron l'a bien compris à certains égards, une fois qu'on lui a donné le mandat, il fait ce qu'il a à faire sans rendre des comptes. Et c'est assez souvent ce qui arrive à nos élus. Sauf que je crois que le peuple les rappelle à l'ordre de manière suffisamment directe. Et tout l'enjeu, lorsque précisément on veut demeurer libre, c'est de trouver l'équilibre entre, d'une part, ce qui fait l'intérêt du pays, et d'autre part, ce qu'attend d'entendre le peuple. Et ce n'est pas toujours la même chose. Ouais. Alors, on doit trouver un équilibre. Entre les deux. Bien sûr. Maintenant, parlons aussi d'une autre question, qui est une question cuisante, je dirais, une question qui a été abordée samedi dernier, donc le 25 mars, à l'auditorium de Basse-Terre, où l'Ordre maçonnique mixte international a lancé une invitation à l'endroit des Guadeloupéens. Donc, ouverte à tous, avec ce thème d'actualité, les évolutions en discussion dans nos régions nous permettent-elles de rester dans une société, on va encore parler de liberté, libre et fraternelle? Vous avez été l'un des intervenants, ainsi que Dominique Théophile, le sénateur de la Guadeloupe. Alors, que retenir de cette rencontre et pourquoi est-ce que l'ordre maçonnique s'est positionné sur cette thématique? Alors, il faudrait interroger l'ordre maçonnique pour savoir pourquoi ils ont choisi cette thématique. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que d'une manière générale, dans l'histoire de France, dans l'histoire des institutions, qu'elles soient françaises, qu'elles soient
guadeloupéenne, qu'elle soit américaine, il y a évidemment des groupes de réflexion qui ont toujours œuvré dans le sens de promouvoir un certain nombre de valeurs et qui se retrouvent ensuite dans les textes fondamentaux. C'est le cas de la Constitution américaine, c'est le cas de la Constitution de la Ve République également. Donc je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'alors même qu'il y a des réflexions qui sont aujourd'hui en cours sur la question institutionnelle et statutaire, il y a eu un enjeu à ce que, effectivement, ce groupe de réflexion puisse s'interroger sur cette question-là. Alors on aurait pu croire que c'était à l'initiative d'élus comme M. Théophile. Non, c'était une invitation, exactement. Et vous-même. Donc vous n'adhérez pas à cet ordre, ils vous ont demandé d'être là. C'était une invitation, effectivement, à intervenir avec le sénateur Théophile. Et du coup, c'est un bonheur en plus d'intervenir aux côtés du sénateur Théophile que j'ai eu l'occasion de fréquenter quand je travaillais, notamment à l'Assemblée nationale. Et il est intervenu pour sa part sur deux aspects de cette question. C'est l'aspect décentralisation, donc les différents actes de décentralisation depuis 1946 avec le premier choc de décentralisation qui a commencé en 82, en 2002 puis 2003 et les différents textes qui ont amené à la décentralisation. Et un deuxième aspect que j'ai trouvé particulièrement intéressant et du coup il faudrait qu'il puisse s'exprimer là-dessus, c'est sur la notion de taux de dépendance. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas un terme qu'on entend beaucoup dans cette discussion autour de l'évolution alors institutionnelle et statutaire, parce que qu'à ça y est, le taux de dépendance, eh ben, c'est là qu'on a fait le calcul de ça nous a voulu monter pour la France en termes d'impôts et cotisations, et de ça la France a revoyé ben nous en termes de dépenses publiques. Et donc quand on fait ce calcul-là, en le comparant à d'autres pays d'outre-mer, comme par exemple la Guyane ou comme la Polynésie, eh ben, ça nous permet de nous rassurer sur notre faculté, non pas à devenir indépendant. C'est pas la question et c'est pas du tout la question qui était posée lors de cette conférence-là et c'est pas la question non plus qui est posée dans le cadre du sujet de l'évolution institutionnelle et statutaire. Mais déjà nous demander qui compétence nous peut faire revenir en pays en nous et qui compétence nous peut exercer parce que comme nous voyez petit bout de l'argent monter et comme l'État vous voyez petit bout de l'argent descendre, eh ben à un moment donné peut-être qu'on peut trouver une cote mal taillée et exercer un certain nombre de compétences. On peut dire que vous étiez les plus à même de discuter de cela. Alors c'est vrai que par-ci et par-là, il y a des conférences pour parler de cette évolution institutionnelle. Nous avons des universitaires qui en parlent. Alors moi, je me suis demandé quand même pourquoi vous. Est-ce que vous êtes vraiment les mieux assis pour en parler? Est-ce que vous êtes ceux qui maîtrisent le plus le sujet? Et donc pourquoi vous? Je crois que chaque Guadeloupéen et chaque Guadeloupéenne est à même de parler de ce sujet. Et j'aurais souhaité que chaque Guadeloupéen et chaque Guadeloupéenne se saisisse de cette question. Parce que c'est une question qui regarde chacun de nous et chacune de nous. Donc oui, j'aurais souhaité que n'importe quel Guadeloupéen puisse intervenir. Alors pourquoi nous il n'aurait échappé à personne qu'en 2017, j'ai écrit sur la question de l'évolution statutaire de la Guadeloupe. Qu'en 2022, j'ai écrit à nouveau un ouvrage qui s'appelle « Pour l'amour du pays », qui fait un diagnostic de l'état de notre pays et qui ouvre un certain nombre d'options hors questions institutionnelles et statutaires et avec les questions institutionnelles et statutaires. Que le sénateur Théophile a été président d'un parti politique qui prône d'une certaine manière, il a été président du GUSR, il est président d'honneur encore aujourd'hui, je crois, qui prône une certaine forme d'évolution institutionnelle. Et de ce que j'ai cru comprendre, à demi-mot, je crois comprendre que c'est ce vers quoi le président du département se dirige. Il souhaiterait une évolution institutionnelle. Est-ce qu'il a été invité à cette conférence? J'ai cru comprendre que l'ensemble des Guadeloupéens et Guadeloupéennes, évidemment, oui, étaient mais invités. Personnellement, vous savez qu'à ce niveau-là, on aime bien être invité personnellement. Je ne vous cache pas que je n'ai pas le détail de l'organisation sur cet aspect. Oui. En tout cas, c'était utile que les élus viennent à cette conférence. C'était, je crois, utile et nécessaire, d'une manière générale. Partout où l'on parle, j'ai en tête les propos d'un élu guadeloupéen que je ne citerai pas, mais qui disait partout où on parle de mon pays, je veux être assis à la table de discussion. Et je crois que partout où on parle de la Guadeloupe, alors moi, vous risquez de me trouver autour de la table de discussion, mais je crois que ça doit être le cas pour chacune et chacun.
avait beaucoup d'élus à cette conférence. Est-ce qu'ils avaient cette soif de comprendre les choses, de connaissances sur ce sujet? Il y avait des élus et oui, nécessairement, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées, puisqu'il y a eu le débat a été ouvert avec la salle. Pour ma part, je suis intervenu sur non seulement la lente marche vers les valeurs républicaines que notre pays a connues, qui ne datent pas d'hier, hein, parce que si on doit remonter le fil du temps, avant de rencontrer effectivement les valeurs républicaines qui sont celles de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, on n'y est pas encore à l'heure où nous parlons. Et ensuite, sur les perspectives que pourrait nous offrir pour faire vivre plus fort la République en Guadeloupe, non seulement un changement institutionnel, mais aussi un changement statutaire. Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes? Oui, il y avait plus d'une centaine de personnes. Et le sujet, je crois, passionné. Les retours qui nous sont faits de cette conférence sont absolument éloquents, sont vraiment de nature moi, en tout cas, j'ai le sentiment que le message est passé. Et c'est ça qui est fondamental. Et les gens étaient intéressés. Oui, vraiment. Et pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on parle d'un sujet, et vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je crois que s'il ne s'agit pas d'une baguette magique, il y a des réponses dans une action publique plus efficace à travers des institutions mieux organisées, plus cohérentes pour le territoire, et puis à travers une fabrique de la loi au niveau local. Et je ne m'en suis jamais caché de cela. Quand on dit que je ne fais pas de la langue de bois, eh bien précisément, là-dessus, je continue de croire qu'attendre qu'à 7000 km, il y a levé nous digade pour certains bitins qui étaient d'être spontanés en pays en nous, eh bien nous qu'attendre toujours. Et d'oubli ce qu'il y a une temps mort mais en nous sur certains sujets, que l'État peut garder nous encore. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu fondamental à rapprocher à certains égards certains centres de décision de la Guadeloupe. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette démarche, qui est une démarche initiée depuis tantôt, une démarche nouvelle de l'ordre maçonnique, est-ce qu'on peut dire que ça portera ses fruits au niveau de la Guadeloupe? Comment avez-vous perçu la chose? Alors, démarche nouvelle ou ancienne? Je ne sais pas précisément le détail de cet engagement sur cette question. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est par la discussion que les fruits jaillissent, qu'il y a un certain nombre de fruits qui apparaissent et qu'il est important. On a l'impression quand même que c'est nouveau de la part de l'ordre maçonnique de... Alors, j'ai peut-être pas l'antériorité en tout cas, cette invitation publique, on n'avait pas l'habitude de voir cela. Donc, est-ce que la Guadeloupe est sur le feu en train de brûler, donc il faut que tout un chacun puisse s'investir? Est-ce que pour vous, ce sujet est crucial? Donc, il faut que... Je crois que... Alors, les choses avancent. Il y a plusieurs questions dans la question. La première, c'est que qui peut parler de ce sujet-là? Moi, j'ai tendance à penser que c'est un sujet qui doit intéresser tous les groupes sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu, évidemment, à ce que chacun et chacune puisse s'exprimer sur les institutions et sur le statut dans lequel évolue le pays, précisément pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice collectif. Ensuite, il y a un deuxième aspect de la discussion, c'est est-ce que ça revêt un caractère nouveau? Alors là-dessus, malheureusement, je n'ai pas suffisamment d'antériorité sur les invitations qui ont pu être faites avant pour vous répondre. En tout cas, dans la réflexion, je veux dire, sur les grands sujets qui préoccupent les Guadeloupéens, qui préoccupent la Guadeloupe. Alors, encore une fois, là-dessus, évidemment, je n'ai pas suffisamment d'antériorité pour répondre. L'évolution institutionnelle, mais il y a encore beaucoup d'autres sujets cuisants. Et voilà, en tout cas, vous dites définitivement être pour une évolution. Je crois que ce n'est pas avec les mêmes recettes qu'on peut espérer arriver à un résultat différent. Les mêmes recettes ou les mêmes hommes? Les mêmes recettes. Les institutions ne sont pas le fait des hommes, même si les hommes sont susceptibles de dévoyer les institutions. Avant qu'on y arrive et après qu'on y soit passé, les institutions sont censées demeurer. Et c'est pour ça que... Vous dites censées demeurer? Oui,
Sauf si, évidemment, si on n'a pas on tout les fait cassé. flamber. Exactement. Si on n'a pas tout cassé. Exactement, sauf si on les fait flamber. Et c'est pour ça que je vous dis que, alors évidemment, il faut faire évoluer les institutions à la lumière de ce qu'est la société à un moment donné. C'est fondamental. Sauf que les institutions ne doivent pas être faites pour un individu. Ce serait se tromper. Les institutions ne doivent pas L'assemblée unique, c'est pour un individu. Mais justement, ça ne doit pas être le cas. Donc, pas d'assemblée unique. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les institutions ne doivent pas être faites pour un tel. Les institutions doivent être faites pour le peuple et pour ressembler au peuple à l'instant T. Elles ne doivent être réformées que pour ressembler au peuple et à chaque fois pour coller au plus près du peuple. La question qui se pose, qui sera le premier président de cette assemblée unique? J'ai presque envie de dire que, pardonnez-moi de l'expression qui peut apparaître un peu triviale, mais tout le monde s'en fout. Parce que je sais... pas ceux qui ont ce désir d'être président. Mais c'est qu'ils se trompent de combat. Et je le dis ici. On ne peut pas se battre pour espérer écrire son nom en haut d'un tableau et dire en quel premier président a ça. Ça pas bon. À part qu'on ça a marché et les Guadeloupéens s'en foutent. Les Guadeloupéens, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment est-ce que vous allez répondre concrètement aux besoins à leurs besoins quotidiens et aux besoins du pays de manière efficace. Et quand je dis ça, ce n'est pas un parangon ou une pirouette pour essayer de nier l'importance d'une évolution institutionnelle. Parce que beaucoup utilisent les urgences pour nier l'importance de l'évolution institutionnelle. Sauf que parfois, les urgences sont causées par une défaillance profonde de l'action publique et qui, elle, est causée par une mauvaise organisation des institutions. Ce n'est pas une baguette magique, sauf que ça ne doit pas être l'escabeau d'un tout petit nombre ou d'un tout petit personnage. Ça doit être un ascenseur collectif, une institution, qui permet à chacun de monter dedans et de pouvoir bénéficier des mêmes chances de réussite. Un petit personnage qui veut devenir un grand. Mais c'est pas comme ça qu'on devient un grand. C'est pas comme ça qu'on accède à la postérité. On n'accède pas à la postérité en pensant être le premier de quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, il y a des forces qui sont plus grandes que nous et qui font les derniers devenir les premiers. Qui veut être le premier président selon vous? C'est à eux de le dire. Moi, j'ai pas besoin d'être premier président de quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est faire avancer mon pays. Merci Raphaël Lapin d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.